Qu'est-ce qui rend une découverte archéologique incroyable? C'est une question difficile à répondre. Presque chaque découverte est spéciale à sa manière, mais certaines d'entre elles ont ce facteur X très important qui les distingue de la masse. Chacune des découvertes que vous allez voir dans cette vidéo a ce facteur X, et elle l'a en abondance. Si vous visitez un jour Santiago Apostol, à Culapam de Guerrero au Mexique, vous trouverez un couvent abandonné. À l'intérieur du couvent, vous trouverez une tombe spéciale, scellée par une dalle décorative et protégée par des cordes, comme si c'était la zone VIP d'un bar. C'est la tombe de la princesse Donahu, une figure légendaire de l'histoire ouachakienne, qui a connu une fin horrible. Selon les légendes, la princesse Donahu des Zapotèques a été envoyée chez les Mixtèques de Monteaban en signe de bonne foi après une série de rencontres militaires entre les deux civilisations. Le roi Zapotèque pensait qu'en envoyant sa fille chez les Mixtèques, il démontrait qu'il cesserait ses attaques sur le territoire mixtèque. Cependant, il a ensuite regretté sa décision et a envoyé une armée pour la ramener. Avant que quiconque ne puisse le faire, les Mixtèques l'ont décapité, puis ont caché son corps. Ses restes ont été retrouvés des années plus tard par un jeune berger qui a été surpris de découvrir une belle fleur poussant sur sa tête. Elle a été immédiatement déterrée, puis réinhumée là où elle se trouve aujourd'hui. Est-ce que tout cela est vrai? Personne ne le sait. Mais il y a certainement quelqu'un enterré à cet endroit, et de nombreuses personnes visitent la tombe pour lui rendre hommage chaque année. En Turquie, au pied du mont Babadag, se trouve l'ancienne colonie de Panara. C'est là que commence notre voyage. Les gens qui vivaient ici enterrèrent leurs morts dans des tombes en forme de nids d'abeilles qui étaient creusées à même la paroi de la falaise. On sait très peu de choses sur les gens qui vivaient ici. La plupart de nos informations sur les habitants de Panara proviennent des écrits de Monocrate, un historien lycien qui a vécu il y a 2400 ans. Selon lui, Panara a été construite parce que la ville de Xanthos devenait dangereusement surpeuplée, de sorte que certains de ses habitants ont dû être envoyés ailleurs. Certaines sources disent qu'Alexandre le Grand a conquis Panara en 334 avant notre ère, mais il y a une certaine controverse à ce sujet. Attaquer Panara aurait sûrement été une perte de temps pour Alexandre, car elle était stratégiquement sans importance et existait dans un endroit éloigné et difficile d'accès. Certaines des inscriptions à l'intérieur des tombes de Panara sont écrites en lycien, mais d'autres sont écrites en grec. Les Grecs sont donc finalement venus ici, que ce soit sous la direction d'Alexandre ou non. Des folies sculptées dans les rochers à l'intérieur et autour des tombes suggèrent que le culte phallique a peut-être eu lieu ici, mais cela ne peut pas non plus être vérifié. Nous vous avons dit que toutes les découvertes de cette vidéo seraient incroyables, mais nous n'avons fait aucune promesse quant à leur valeur ou leur agrément. Aucune découverte ne prouve mieux que les archéologues doivent parfois faire un travail sale que celle-ci. En 2014, des archéologues de la ville médiévale d'Odense au Danemark ont eu la tâche désagréable d'ouvrir plusieurs tonneaux d'excréments humains vieux de 700 ans. Après avoir ouvert les tonneaux, les experts ont confirmé qu'ils avaient fait un travail remarquable en préservant leur contenu. Pour le dire autrement, cela signifie que les déchets humains sentent encore mauvais. Les tonneaux ont été trouvés lors de la plus grande fouille archéologique urbaine de l'histoire du Danemark. C'est une zone pleine de vieilles maisons en briques et à colombage, d'anciennes écuries et d'autres installations, y compris ce qui semble avoir été les anciennes toilettes communes de la ville. Vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un voudrait ouvrir les tonneaux? La réponse est que les scientifiques voulaient en savoir plus sur le régime alimentaire des habitants médiévaux d'Odense. Il s'avère qu'ils mangeaient beaucoup de framboises et qu'ils utilisaient des morceaux de mousse et de cuir comme papier toilette. Il faut espérer que les archéologues ont pensé que ces révélations valaient la peine de faire ces efforts. Ensuite, nous nous dirigeons vers le Mexique pour explorer les peintures murales de la cathédrale de Cuernavaca. Ces peintures murales étaient cachées à l'intérieur de la cathédrale jusqu'à ce qu'elles soient redécouvertes en 1957 et couvrent un sujet improbable pour un édifice religieux au Mexique. À savoir, les peintures racontent l'histoire de la façon dont un groupe de frères est mort au Japon. L'existence de ces curieuses peintures n'a été connue que lors de la rénovation de la cathédrale, au cours de laquelle les couches sur les murs ont été décollées dans l'espoir de révéler le stuc d'origine. Au lieu de cela, elles ont révélé quelque chose d'encore plus impressionnant. Alors, pourquoi une cathédrale mexicaine raconte-t-elle l'histoire d'un incident désagréable qui s'est produit au Japon? Le lien est le premier saint catholique mexicain, Philippe de Jésus. Les légendes racontent qu'il était en route de Manille pour être ordonné au Mexique lorsque son navire a dévié de sa route à tel point qu'il s'est retrouvé au Japon. À son arrivée au Japon, lui et son groupe ont été accusés de comploter pour envahir le pays. Ils ont été arrêtés puis exécutés le 5 février 1597.
La peinture murale a été peinte exactement 100 ans plus tard. Certains pays ont plus d'œuvres d'art anciennes que d'autres. Jusqu'à la découverte des peintures rupestres de Vitraskroq à Kirkkonummi, on pensait que la Finlande n'avait aucune œuvre d'art préhistorique. La Finlande, qui existe bel et bien, quoi qu'en disent quelques cinglés du complot sur Internet, s'est avéré avoir plusieurs autres sites d'art rupestre depuis la découverte des peintures sur Vitraskroq. Mais ce fut la première découverte de ce genre, et elle est toujours considérée comme la plus importante. Les peintures ont été trouvées en 1911 par Jean Sibelius, qui était un compositeur renommé de son époque. Elles se trouvent dans un endroit magnifique à flanc de falaise, et Sibelius ne les a trouvées que parce qu'il a décidé d'emprunter la route panoramique en allant rendre visite à son ami, Eliel Saarinen. L'œuvre d'art couvre une corniche de pierre qui se trouve maintenant à environ 15 mètres au-dessus du niveau de l'eau du lac Vitrask. Mais à l'époque où elle a été peinte, le niveau de l'eau aurait été beaucoup plus élevé. Ce n'est pas parce qu'il y avait plus d'eau dans le lac, c'est parce que la roche s'est élevée au cours de plusieurs milliers d'années en raison d'un phénomène appelé rebond glaciaire. La plupart des peintures représentent des personnes et des animaux, mais il n'y a pas de scène ou de thèmes spécifiques, et le but de l'art, s'il en avait un, est inconnu. On pense que la plus ancienne illusion d'optique délibérément créée au monde se trouve à Aravatsvara, à Kumbakonam, en Inde. C'est l'un des 3 grands temples vivants de Shosha qui ont été construits aux XIe et XIIe siècles, à l'époque de la dynastie Shosha, qui a duré 1500 ans dans l'état indien du Tamil Nadu. Ce temple particulier a été construit sur ordre, et pendant le règne du roi Rajaraja Shosha II. Parmi les nombreuses sculptures sur ces murs se trouve une image d'un éléphant qui pourrait en fait être une image d'un taureau, ou peut-être une image d'un taureau qui pourrait être confondue avec l'image d'un éléphant. C'est un bas-relief et il présente 2 corps d'animaux distincts avec des têtes qui se chevauchent. Lorsque vous regardez uniquement le corps à gauche, vous verrez le taureau et ses cornes. Mais si vous vous concentrez sur le corps à droite, vous verrez l'éléphant et sa trompe. Il existe des illusions d'optique similaires au temple Vijaya Vitala à Hampi et au temple Rameshwaram sur l'île de Rameshwaram, mais celle-ci est plus ancienne. Certains historiens pensent que la sculpture est une représentation de Lord Shiva sous une forme mi-homme, mi-femme, mais cette affirmation a été rejetée par d'autres. Nous n'avons aucune idée de pourquoi les Shosha ont choisi de créer des illusions d'optique dans leur temple. Nous retournons maintenant au Mexique pour découvrir la villa de Zaquila, ou plus précisément, les ruines de Zaquila. Ce bâtiment se trouve au cœur de ce qui était autrefois la capitale zapotèque. Et en dessous, vous trouverez des salles et des salles de tombes datant du XIIIe siècle. Zaquila était une place forte telle qu'elle a réussi à repousser une attaque des Aztèques au cours de ce siècle et a même survécu à une seconde 2 siècles plus tard. Lorsque les Espagnols sont arrivés et que le catholicisme s'est répandu de force dans la région, les Zapotèques se sont retirés et ont finalement abandonné Zaquila à la ruine. Au fil du temps, la nature a repris ses droits sur le site et la jungle l'a envahi. Il n'a été redécouvert par les archéologues modernes qu'en 1962. La salle des tombes que les archéologues ont trouvée est maintenant ouverte au public pour des visites guidées. De tous les symboles sculptés dans les murs des tombes, le plus étrange et le plus célèbre est celui d'un souverain zapotèque inconnu représenté de telle manière qu'il semble voler. La signification symbolique de l'image est inconnue, mais il est probable que la personne représentée soit enterrée dans la salle quelque part. Vous trouverez les monolithes de pierre de Badrulcao sur la minuscule nation insulaire du Pacifique de Palau. Ils sont difficiles à manquer si vous visitez un jour l'île. Ils constituent le plus grand site archéologique de l'île. Les monolithes se dressent sur les pentes des collines à l'extrémité nord de l'île de Bab el-Daoub. Il y en a 52 au total, qui sont tous des mégalithes de basalte alignés sur 2 rangées distinctes. Certains, mais pas tous les monolithes, ont des visages humains grossièrement sculptés. Les archéologues ont pu dater précisément la construction du site à l'année 161, mais n'ont jamais été en mesure de déterminer pourquoi les pierres étaient positionnées de cette manière. Une théorie est qu'il s'agissait de piliers pour un bey, qui est un type ancien et traditionnel de maison de réunion publique sur les îles. Si c'est le cas, ce serait le plus grand du genre jamais construit. Graver des visages dans les pierres ne fait pas partie de la conception standard d'un bey. Donc, soit la théorie est incorrecte, soit les visages ont été ajoutés à une date ultérieure pour des raisons inconnues. Peut-être s'agit-il d'un type ancien de graffiti. Nous ne savons pas si vous avez déjà réfléchi à l'endroit où se trouve le plus grand réservoir d'eau médiéval de la péninsule ibérique, mais nous sommes heureux de vous dire que c'est la citerne Mor de Cáceres en Espagne. Vous devez aller sous terre pour la trouver,
car les habitants du XVe siècle ont grossièrement construit le Palacio de las Veletas au-dessus. Avant la construction du palais, il y avait une citadelle à cet endroit, construite par les musulmans berbères au Xe siècle. Tout ce qui reste de la forteresse vieille de Milan, c'est la citerne. Le palais est maintenant un musée et l'entrée de la citerne se fait par celui-ci. On pourrait techniquement dire que la citerne est encore plus vieille que Milan, car elle a été construite à partir de morceaux de structures plus anciennes, fabriqués par les Wisigoths et même les Romains. Elle a survécu à la reconquête de l'Espagne, car, bien que les rois catholiques aient ordonné la démolition de la citadelle, ils ont décrété que la citerne devait rester, car elle fournirait un approvisionnement en eau douce pour le palais et la population environnante. Ils ont même fait installer une porte dans la cour arrière du palais, afin que les habitants de la ville puissent venir chercher de l'eau. Le continent africain regorge d'anciennes peintures rupestres. C'est, après tout, le berceau de la vie humaine. Dans tout cet art ancien, cependant, il n'y a rien de tout à fait comparable aux peintures rupestres de Nyero à Kumi en Ouganda. Le site est composé de 6 abris sous roche, qui sont tous remplis d'œuvres d'art créées par les membres de la tribu qui vivaient ici, il y a 12 000 ans. Les peintures rupestres de Nyero sont une source de grande fierté nationale en Ouganda, à tel point que l'un des motifs solaires récurrents est devenu un symbole sur le billet de 1000 shillings du pays. La majorité des peintures sont bicolores, faites de peinture noire avec des reflets rouges vifs, mais la teinte rouge s'est estompée avec le temps. Il est impossible de savoir qui a créé l'œuvre, mais certains historiens ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de la tribu Karamojong. Ils ont été parmi les premiers à domestiquer des animaux dans cette partie de l'Afrique, et ils étaient donc relativement avancés pour leur époque. Mais il reste encore des questions à résoudre sur les raisons pour lesquelles une culture de nomades resterait au même endroit assez longtemps pour créer tout cet art. Si vous faites un jour un voyage au British Museum, vous pourrez rencontrer et saluer Sobek. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il vous réponde. C'est un crocodile, et il est momifié depuis plus de 2500 ans. Les anciens Égyptiens ne réservèrent pas leur rituel de momification uniquement aux humains décédés. S'ils pensaient qu'un animal était digne d'un traitement spécial, ils le momifiaient volontiers aussi. Le crocodile du Nil du musée a été nommé Sobek, d'après un dieu crocodile égyptien. Et c'est probablement ainsi que les Égyptiens le considéraient aussi. Ils se sont également assurés qu'il ne parte pas seul dans la tombe. Il avait les restes momifiés de 20 bébés crocodiles attachés à son dos. Fait inhabituel, le contenu de l'estomac de l'animal n'a pas été retiré avant sa momification. Un fait qui a permis aux scientifiques de confirmer qu'il avait récemment consommé une épaule de vache entière avant de mourir. Sobek était un symbole du pouvoir du pharaon qui était assis sur le trône d'Égypte à l'époque, bien qu'il fût autant craint que vénéré. Étant donné l'étendue et la puissance de la civilisation inca, il est étonnant que nous sachions si peu de choses sur qui ils étaient, ce qu'ils croyaient, ou pourquoi ils ont créé un grand nombre de leurs sites historiques les plus célèbres au Pérou. Eremumuru ne fait pas partie de ces sites historiques célèbres, mais il peut être considéré comme l'héritage le plus mystérieux de cette culture. Pour autant que les archéologues aient pu le déterminer, le site a été abandonné dans un état d'achèvement partiel et peu de choses ont été laissées derrière lui, à part une porte délibérément sculptée qui semble ne mener nulle part. Le site, près de la frontière avec la Bolivie sur le lac Titicaca, est passé complètement inaperçu aux yeux du monde entier, jusqu'à ce que l'alpiniste José Luis Delgado le découvre par hasard au début des années 1990. Delgado s'est renseigné auprès des personnes qui vivaient le plus près, et on lui a dit que c'était la porte des dieux, un endroit où de nombreuses disparitions ont été signalées, ainsi que des observations présumées de personnes traversant la porte et entrant directement dans le rocher. Nous soupçonnons qu'il ne s'agit pas vraiment d'un portail de style Stargate, mais en même temps, nous n'avons aucune idée de pourquoi les Incas ont pris le temps d'aplatir, de sculpter et de façonner ce rocher avant de l'abandonner. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres découvertes époustouflantes. Et dites-nous dans les commentaires quel mystère vous a époustouflé.